en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine Robitaille. C'est une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour les amis. Bonjour Mario. Bonjour Antoine. Yasmine, clairement, là, M. Trudeau, ce n'est pas par des subterfuges ou des trucs de procédure qui va éviter de faire face à la musique si Pierre Poilievre veut défier le gouvernement par une motion de non-confiance. Puis là, il met en disant il n'y a pas de problème, si vous voulez nous faire tomber, on va y aller. Là. Il met le singe sur les épaules de Pierre Poilievre. Assurez-vous, M. Poilievre, d'avoir l'appui et du NPD et du Bloc. On ne sait pas à quel point le Bloc va voter avec le gouvernement, mais depuis hier, là, Mario, il faut que je te dise, j'ai commencé à faire des calculs. Oh. Si des élections étaient déclenchées le 25 septembre, donc mercredi prochain, ça nous enverrait à un jour du vote entre le 31 octobre, 36 jours minimal au fédéral, ou le 14 novembre. Et Mario, pendant la campagne électorale, là, ça marche pas. Tu sais pourquoi ça marche pas? Il y a des élections législatives provinciales en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Puis il y a une élection américaine qui est quand même, je comprends que c'est le pays voisin, mais qui est tellement suivi chez nous, tellement surveillé. Donc tu dis, tu aurais une élection américaine, 3 élections dans des provinces, puis une fédérale qui embarquerait là-dedans tout à coup. Ça marcherait pas, là. Ça marcherait pas. De toute manière, là, je pense que il y a personne qui va aller en élection alors que des provinciales, des élections générales provinciales ont lieu dans des provinces, pas n'importe quelle province. Là, la Saskatchewan, c'est important pour les conservateurs. Il y a la Colombie-Britannique, il y a le Nouveau-Brunswick. Je pense qu'ils vont regarder ça, moi, le NPD et même les conservateurs. Ils vont dire, ouais, tu sais quoi, on va peut-être pas pousser fort pour que le Bloc fasse tomber, quoique je pense qu'ils sont prêts à prendre ce risque-là, les conservateurs, tellement les sondages sont bons pour eux. Mais de plus en plus, je pense que non seulement c'est irréaliste, là, mais ça serait même pas stratégique pour bien du monde. Là, d'avoir les yeux, les oreilles tournées vers et les provinciales. Il y a aussi des municipales dans certaines régions et les élections américaines. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il a collé le bluff de Pierre Poilievre, Justin Trudeau. Antoine, tu vois comment, parce que la pression risque d'arriver sur le Bloc, là. Tu vois comment la position du Bloc, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Si la motion porte sur la taxe carbone, le Bloc peut dire, moi, je vote pas avec les conservateurs sur une question de changement climatique, je suis pas d'accord avec eux sur le fond, je voterai jamais avec eux. Mais là, en même temps, le Bloc va se faire accuser de maintenir le gouvernement Trudeau artificiellement en place. Le Bloc peut être tenté, avec sa victoire de lundi, de dire, des élections immédiatement, ça serait payant pour moi, je gagnerais peut-être plus de comtés que j'en ai. Comment tu vois la chaîne de raisonnement des François Blanchet, de ses stratèges? Tu l'as pas mal dit. Il y a peut-être la question des aînés qui pourrait lui permettre de se sauver, là, parce qu'il arrête pas de dire qu'il veut sécuriser le pouvoir d'achat des aînés et ça pourrait être une raison pour soutenir Justin Trudeau. Là. Il pourrait aller chercher cette concession-là. On sait qu'il veut faire des gains de ce côté-là. Alors, ça serait un coup de maître. Oui, exactement. Mais en même temps, on l'accuserait, puis les conservateurs seraient les premiers à le faire, de dire, de venir soutenir un parti qui est construit, un gouvernement qui est considéré comme en fin de vie même. Je lisais le Globe and Mail ce matin qui dit ça n'a plus de bon sens. C'est comme un gouvernement qui a plus de substance et il faut aller en élection. Ouais. Absolument. Le Globe utilise l'expression un gouvernement de zombies pour dire qu'ils sont là, ils marchent là, en mode survie, là, mais qu'ils font plus rien de concret. Là. Et la coïncidence d'élections dans les provinces, là, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, ça n'a pas l'air à déranger Pierre Poilievre, je trouve, jusqu'à maintenant. Quand il a été questionné là-dessus, il disait il faut faire tomber Justin Trudeau. Alors, je trouve que Yasmine amène un bon point, mais en même temps, ça n'a pas l'air de faire partie de son calcul. Yasmine, bon, là, tout va bien pour Pierre Poilievre, mais tu sais, en politique, là, t'as des séquences, ça se met à bien aller, ça arrête plus de bien aller, les sondages sont bons, le suivant est encore meilleur. Si ça échoue,
Bon, Pierre Poilievre, lui, va dire que c'est de la faute du Bloc, exemple, qui a supporté le gouvernement, c'était écœurant, mais est-ce que ça pourrait quand même casser son momentum? Parfois, en politique, on oublie qu'un échec, c'est un échec. Là. Tu t'essayes de faire quelque chose, ça marche pas, puis le public regarde ça des fois très simplement. Puis est-ce que ça pourrait devenir, comme pour Pierre Poilievre, une tentative ratée ou un moment où il a voulu renverser le gouvernement et il s'est cassé la gueule, il n'a pas réussi? Est-ce que ça pourrait briser son momentum? Je suis pas sûre, Mario. Honnêtement, je suis pas sûre que ça pourrait briser son momentum. Ça pourrait surtout alimenter son narratif, voulant que c'est un gouvernement bloc libéral. Tu sais, que le bloc, il appuie les libéraux tout le temps et continuer à taper là-dessus. Parce que là, maintenant, il va vouloir casser le bloc et lui faire ce qu'il a fait finalement au NPD et le ridiculiser jusqu'au point où le Bloc veut montrer le contraire. Tu sais, il l'a essayé avec le NPD, ça a fonctionné. Jack Meeting a déchiré le mariage, l'acte de mariage avec les libéraux. Est-ce qu'il pourrait tenter de faire ça avec le Bloc? Il n'y a pas beaucoup de monde qui suivent non plus, tu sais, la mécanique de faire tomber le gouvernement, la motion de défiance. Puis on le sait, il va y avoir une autre option qui va s'en venir. Ça va être le budget qui pourrait évidemment être une opportunité où tout le monde va dire, vous savez quoi, préparez les autobus, faites chauffer le moteur, on part en élection. Là, j'ai l'impression que les offres sont pas tout à fait alignées pour personne, puis à part pour Pierre Poilievre, parce que les sondages sont bons, mais lui aussi, il sait que en politique, ça prend pas grand-chose pour faire dérailler une intention de vote. Là. Ouais. Peut-être une petite nouvelle sur... Oui? Sur Pablo Rodriguez, moi, il y a des sources qui disent que ça serait demain que ça se passerait. Ah! Mais bon. Déjà? On met ça, on accroche un grelot là, on va surveiller. C'est possible. Écoute, ça vaut ce que ça vaut. Là, Antoine, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé cette information-là sur ton téléavertisseur, sur ton pagette? Oh mon Dieu, quelle horreur. On rit, mais c'est quand même épouvantable là, ce qui est arrivé. Ah oui, on a l'impression d'être dans un film de Jason Bourne. Là. Écoute, c'est incroyable. Et ça, évidemment, partout dans le monde, il y a des commentaires. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sur le réseau LinkedIn, il y a une députée de la Coalition Avenir Québec, Alice Abou-Khalil, qui est députée de Fabre et qui est adjointe parlementaire du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr. Qui a émis un commentaire, qui a écrit un commentaire. Tu sais, on peut écrire sur LinkedIn. Et elle dit, d'abord, elle s'étonne, elle dit qu'est-ce qui pourrait provoquer l'éclatement d'un téléavertisseur en dehors des raisons courantes telles une panne de batterie, des raccourcis électriques ou des dommages physiques. Là, elle se pose la question, est-ce que c'est pas une attaque par surcharge de signal? Bon, elle émet l'hypothèse d'une attaque via des chaînes d'approvisionnement. Mais là, c'est intéressant, elle dit, cet attentat-là, l'exploitation des vulnérabilités dans les technologies aussi courantes que les beepers pourrait mener à une attaque destructrice, montre à quel point nos infrastructures civiles sont exposées. Et ça franchit un seuil moral alarmant. Il devient crucial de repenser la sécurité des objets connectés tout en renforçant les cadres éthiques pour anticiper et contrer ces nouvelles formes de menaces. Alors, Alice Abou-Khalil, c'est une femme intéressante. Là. Dans la section formation de son curriculum vitae, il y a 13 éléments, dont beaucoup de certificats en réseau informatique. C'est une ancienne auditrice en cybersécurité du mouvement Desjardins. Puis elle a même un certificat là qu'elle aurait fait, je sais pas en ligne, je pense, à l'Université Harvard, mais c'est une impatiente. Elle aurait voulu être au Conseil des ministres. Moi, j'ai parlé d'elle récemment dans une chronique. Et même Éric Duhaime rôde autour. Il a déjà mentionné dans un texte. Alors, Mme Khalil embarque dans le débat. J'ai hâte d'y parler aujourd'hui pour qu'elle précise ses inquiétudes et les objets connectés. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est nos voitures aujourd'hui? La possibilité de... Ouais. On se comprend, Yasmine, que c'est pas... Dans ce cas-ci, c'est pas un objet au hasard. Là. C'est une opération du Mossad très, très pointue. Et qui en a surpris plus d'un. Là, on a eu les images des personnes dans le marché, au supermarché, où les explosions ont eu lieu. C'est assez inquiétant. Il y a même un enfant qui est mort hier suite à cette explosion-là, parce que tu sais,
oui, tu peux faire sauter les Paget, tu n'as pas la garantie que c'est la personne du Hezbollah qui l'a entre les mains puis qui l'a à côté, puis ça peut faire des dommages plus que pour le militant du Hezbollah. Et c'est là où on se pose la question à quel point c'est moral, à quel point c'est éthique de faire ce genre d'attaque simultanée partout non contrôlée. Là, c'est pas une cible qu'on a suivie pendant bien du temps puis qu'on a décidé d'abattre parce qu'elle représentait, on a la garantie qu'elle représentait une menace pour notre existence, pour notre sécurité nationale. Je pense quand même que les réactions sont assez molles quant à cette attaque en règle contre le Hezbollah, mais qui a fait aussi d'autres personnes, des blessés et des morts qui n'ont rien à voir avec le Hezbollah. Moi, ce que je trouve intéressant chez Mme Abou Khalil, c'est que je pense qu'elle est libanaise et spécialiste en cybersécurité. Fait que son message sur LinkedIn, est-ce que c'est avec son chapeau de citoyenne libanaise, puis elle a bien le droit d'avoir des inquiétudes, avec son chapeau de spécialiste en cybersécurité ou avec son chapeau de député ou de bonne question, ça. Au Conseil des ministres? J'aimerais ça savoir c'est quelle casquette elle a mis lorsqu'elle a écrit ce message-là. Disons ça comme ça. C'est une excellente question. Hey, merci à vous deux. Bye bye, à demain. Au revoir.